Bruxelles, hier, le 3 décembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté le plan de l'UE, de sa commission, puisqu'elle est notre présidente à tous, pour financer les 2/3 des 137 milliards d'euros de besoins financiers de l'Ukraine pour les 2 prochaines années. Et oui, il faut établir des plans, etc., et puis la mettre en position de force, évidemment, dans les négociations avec la Russie. Alors, comment elle va faire pour accorder ces déjà 90 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine? 90 milliards, surtout on parle beaucoup de corruption, mais on va en parler tout à l'heure. Mais écoutez déjà ce que disait Ursula von der Leyen hier. Today we are proposing to cover 2/3 of Ukraine's financing needs. Aujourd'hui, nous proposons de couvrir les 2/3. 90 billion euros. Voilà. Elle va donc les 2/3 des besoins de financiers de l'Ukraine pour les 2 prochaines années. Cela représente 90 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce qu'elle propose? 2 solutions. And today we are tabling 2 solutions to member states to agree on. The first solution is EU borrowing. That is basically raising capital at the capital markets and using the EU budget as a guarantee for that, and hand this capital as a loan to Ukraine. This solution must be established by unanimity. And the second solution that we are proposing today in the legal text is a so-called reparations loan. Here we would use the cash balances from the mobilized Russian assets in the European Union. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle dit là? Elle dit, alors c'est très intéressant, elle dit nous proposons 2 solutions. L'emprunt, je veux dire que tous les pays de l'Union européenne devraient effectivement payer, vous empruntez, vous payez, vous empruntez, mais ajoute-t-elle, et c'est très important, il faut l'unanimité. C'est-à-dire, si un des 27 pays de l'Union européenne actuelle n'est pas d'accord, eh bien, ça ne marche pas. Sinon, eh bien, les actifs russes gelés, eh bien, on va les employer. Et pour, justement, que les Russes, c'est la réparation que doivent faire les Russes à l'Ukraine qu'ils ont attaqué. Alors, là aussi, intéressant, on va en parler parce que ça provoque énormément de remous, et à Bruxelles même, le gouvernement belge n'est pas du tout d'accord, et il n'est pas le seul. Alors voilà, et puis enfin, elle continue en disant quoi? Eh bien écoutez, alléluia, victoire, nous n'avons plus besoin du gaz russe, c'est fini, dit Ursula von der Leyen, écoutez. Today is indeed a historic day for our union. Last night, we reached a provisional agreement on the Commission's proposal to fully phase out Russian fossil fuels. We're turning that page, and we're turning it for good. This is the dawn of a new era, the era of Europe's full energy independence from Russia. Voilà, nous tournons la page, c'est une nouvelle ère, une Europe entièrement indépendante de la Russie. Ce sera zéro effectivement d'importation de pétrole russe, alors que pour le moment, y compris la France, y compris un certain nombre de pays, effectivement, ça continue encore et encore. Alors, Bernard Wicht, bonjour. Bonjour. Heureux de vous recevoir. Je rappelle que vous avez écrit « Ce que l'Ukraine nous dit de la guerre qui vient ». Vous avez réalisé des entretiens avec Laurent Chang et Slobodan Despot que nous recevions hier pour les éditions Perspectives Libres. Et puis récemment, Guerre en Europe, gang contre milices privées. On va en parler de ces milices privées et de ces gangs. Mais en attendant, et on va parler effectivement du volet argent et du volet armes, mais que vous inspire déjà, Bernard Wicht, ces déclarations d'Ursula von der Leyen? Une immense inquiétude. Parce que l'économie européenne va déjà très mal. L'Allemagne n'a jamais connu une crise aussi importante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Si on sort du cadre de l'Union européenne, mais qu'on reste en Europe, le Royaume-Uni va très mal aussi. La Suède, membre de l'Union, va mal, etc. La France connaît un gros problème d'insolvabilité. Donc, j'entends, ça va accélérer encore l'effondrement de l'Europe occidentale, qui va redevenir ce qu'elle était. Là, j'ai toujours mes références par rapport au Moyen-Âge, qui va redevenir ce qu'elle était vers l'an 1000, c'est-à-dire
un promontoire de l'Eurasie, mais qui n'aura plus aucune, Ouais. je dirais, euh, position géopolitique propre. Carrément une régression de 1000 ans, dites-moi. C'est Je pense que c'est sérieux, ça. pas Ouais. une Non, je comprends. régression. On arrive à la fin d'un cycle. Ouais, On ouais, arrive à la fin d'un cycle ouais. pendant lequel l'Europe s'est détachée vraiment de la tutelle eurasiatique pour devenir le centre du monde. Et maintenant, elle est en train de retourner dans ce que Braudel appelle les périphéries, Ouais. qu'il compare au purgatoire. Et donc, ces déclarations, je dirais, me font vraiment très, très peur, parce que déjà, ça va très mal. Et donc, avec cette fuite en avant, Ouais. on peut aller que vers le chaos le plus généralisé. Mais alors Bernard Vich, justement, vous parlez de fuite en avant, c'est l'expression que c'est la question que j'allais vous poser. Euh, Comment vous expliquez quand même que d'un côté, voilà, il y a, alors on peut penser ce qu'on veut, hein, Trump avec qui envoie son gendre et qui envoie son homme d'affaires préféré, Witkoff, à Moscou pour discuter 5 heures avec Poutine. Nous avons, on va en reparler, mais Macron qui vient d'aller en Chine pour demander à Xi Jinping d'essayer de calmer un peu Poutine. Mais surtout, ce qui continue, c'est effectivement Zelensky qui continue ses tournées pour demander avec succès des milliards pour acheter des armes, même si l'Amérique a tourné les robinets, Trump dit écoutez, nous on est prêts à vendre des armes aux Européens pour que les donniez, ou les prêtiez, ou les donniez, ou les emprunts à l'Ukraine. Est-ce que c'est cette fuite en avant dont vous parlez Qu'est-ce que ça traduit exactement? Et la question subsidiaire, mais qui est tout à fait liée, est-ce que ces bruits de corruption, de trafic, de marché noir, en fait, ils sont aussi importants qu'on le décrit? Alors, commençons par cette dernière question. Selon les estimations, 40% de tout le matériel militaire, armes et munitions comprises, qui ont été envoyés en Ukraine, ont disparu sur les marchés gris. Donc, 40%. 40%, Énorme. c'est Ouais. l'estimation. Ouais. Donc, le reste est allé à la troupe. Il faudrait Ouais. plutôt dire aux troupes, on y reviendra, parce qu'il n'y a pas une armée ukrainienne, et ça, c'est aussi un problème. Il y a plusieurs unités qui, au fond, s'entretiennent par des moyens plus ou moins légaux, plus ou moins mafieux. Petite anecdote, quand la France a livré les premiers obusiers César à l'Ukraine, quelques temps après, on a tout de suite dit que l'un de ces obusiers avait été capturé par les Russes. Alors, en fait, il était bien chez les Russes, mais il n'avait pas été capturé. C'est-à-dire que la troupe, parce que c'est des unités paramilitaires qui sont que l'on appelle l'armée ukrainienne, mais c'est des unités paramilitaires qui s'autofinancent comme elles peuvent. Une de ces unités qui avait reçu un obusier César l'a vendu aux Russes pour avoir de l'argent pour payer ses soldats. Et donc ça, c'est le type de guerre et le type de situation qui va se multiplier par 10, voire même par 100, si on déverse encore plus d'argent dans cet État qui est failli, c'est tragique à dire, mais l'État ukrainien est un État failli, et que de ce fait-là, on l'intègre de plus en plus commercialement, économiquement dans l'Europe, j'entends le résultat est téléphoné. Oui, vous voulez dire par là qu'au fond, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Bernard Vich, que cette guerre, que cet état de guerre est plié et que effectivement ça peut encore durer des mois, voire plus, mais que au fond personne ne peut l'emporter aujourd'hui, que les territoires du Donbass, parlons pas d'Odessa, bon, la Crimée, c'est déjà fait depuis longtemps. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, effectivement, une réalité, un narratif? Le narratif, c'est on continue le combat, on continue à aider l'Ukraine. C'est le narratif de l'Union européenne, d'Ursula et d'un certain nombre d'États européens. Et puis la réalité, c'est que les jeux sont faits, mais qu'il n'est pas question, effectivement, que ça se traduise tout de suite sur le terrain. Alors, c'est effectivement le cas. Je pense qu'il faudra encore, à mon avis, une année pour qu'on obtienne un cessez-le-feu qui soit plus ou moins, ou parlons même pas de paix, mais un cessez-le-feu qui soit plus ou moins stable. Et
ce qu'il y a de particulièrement inquiétant et dont on ne parle jamais et qui est tout à fait lié à ce que je viens de dire, c'est qu'on a un historien ukrainien, Yaroslav Ritsak, j'espère que je ne massacre pas trop son nom, qui s'est exprimé dans The Economist le 25 septembre dernier. Oui. Et là, son pronostic, bon, il le dit en termes très choisis, etc., mais grosso modo, le pronostic est le suivant, c'est que face à la menace russe, on a réussi à avoir une union nationale. Face à la menace russe, ces différentes armées qu'il qualifie de demi-privées ont réussi à s'unir face à la nécessité, mais le jour où la guerre s'arrête, on va retrouver toutes les factions, toutes les divisions, on va se retrouver, selon sa description, dans une situation à la libanaise au moment de la guerre civile de 1975 à 91. Mais le Liban, c'est plus petit que la Suisse. L'Ukraine, c'est nettement plus important, bien sûr. Mais est-ce que... Oui, allez-y, je vous en prie. Là, on va avoir un réservoir de combattants aguerris, équipés à nos frais, et qui seront prêts à se vendre au plus offrant. Et si on voit un risque de guerre, comme j'ai pu le lire, suite à un sondage, 51% des personnes sondées pensent qu'une guerre avec la Russie est fort probable. Si on va vers une guerre, ce n'est pas une guerre avec la Russie, ce sera une guerre par procuration qui va puiser dans ce bassin de combattants, de groupes qui seront un peu comme des gangs, parce qu'il faut entretenir les combattants. Les combattants, ils sont là parce qu'on les paye, et qu'avec cette paye, ils peuvent faire vivre leur famille. Donc, bon, on les paye plus pour aller combattre les Russes, on va les payer pour aller combattre ailleurs. Vous voulez dire que ça peut entraîner, en fait, mais ce que vous dites, c'est quand même, ça on l'entend très très peu, sinon jamais, mais vous dites, c'est très grave, vous dites que ça peut entraîner une balkanisation armée de l'Europe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une guerre à l'intérieur même de l'Europe. C'est ça ce que vous êtes en train de dire, oui. Et quand on voit... Alors, c'est-à-dire que quand on utilise le mot guerre, on a toujours en tête cette définition clausewitzienne, la guerre est la poursuite de la politique de l'État. Oui. Donc la guerre est entre États. Hein, la guerre est entre... Or, maintenant, ce qui est en train de ressortir, c'est qu'on a des guerres sans État. Ouais. Israël, en ce moment, est en guerre, mais il n'y a pas un seul État qui est en guerre avec Israël dans cette région. Donc, nous, ce qu'on doit avoir un peu comme fil conducteur, c'est beaucoup plus de se dire où sera le Hamas. Et là, je ne cautionne pas du tout la politique israélienne à Gaza, qui est vraiment génocidaire, mais où est-ce qu'on va se retrouver avec un scénario à la Hamas? Et ça, c'est... Oui, mais vous pensez qu'un scénario à la Hamas est possible en Europe? Avec tout ce qu'on a mis en Ukraine, avec tout l'argent et l'économie grise qui circule en Europe, on a vraiment ouvert la boîte de Pandore. Et on s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Mais pourtant, j'entends, le Sénat français a fait un rapport sur le trafic de drogue il n'y a pas si longtemps, début de cette année ou fin de l'année dernière, un rapport extrêmement détaillé. Et il cache pas il est sans appel. Et maintenant, vous avez eu un reportage sur Arte, narcotrafic, le poison de l'Europe. Tout ça peut devenir véritablement explosif si vous avez des groupes armés à la recherche de contrats, bien équipés grâce à nos dons. Et qu'est-ce qu'on fait, Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est intéressant. Vous dites, non, parce que, à la lumière de ce que vous dites, et qui est effectivement extrêmement préoccupant, c'est ce que vous dites, c'est que quand, pendant un général, le chef d'état-major des armées françaises, le général Mandon, qui dit il faut se préparer à la guerre, bon, lui pensait à la Russie, il faut que nos enfants se réarment, tout ça, mais apparemment, on voit très très bien que des gens ont répondu, mais commencez à régler les problèmes en France, qui sont par exemple des problèmes de narcotrafic ou d'insécurité absolument exacerbés. Vous, ce que vous dites, c'est que ce qui se passe dans certaines
cités, dans certaines villes, dans certains quartiers, effectivement, pas seulement en France, mais en Europe, à Lausanne, vous l'avez eu à Genève, vous l'avez eu à Vienne, etc., et autres. Je ne parle pas de Londres, bien sûr. Vous dites que ça peut effectivement s'acter en termes de, justement, de guerre au sens, parce que je dis pas de guerre tribale, mais plus de guerre entre États, mais guerre entre factions, entre clans, etc. Oui, et je dirais l'élément qui pourrait rendre ça véritablement exponentiel, c'est précisément ce réservoir ukrainien de, comme le dit l'historien que je viens de citer, l'historien ukrainien que je viens de citer, l'armée ukrainienne, c'est avant tout des unités semi-privées. Le jour où on cesse de les entretenir pour faire la guerre contre la Russie, elles vont impérativement avoir besoin de maintenir leurs combattants. Bernard Wich, on ne peut pas les reconvertir, ces gens-là, parce qu'il y a eu des armées dans le monde, des factions, des milices, etc., qui, la paix venue, se sont reconvertis. C'est pas exclu, ça. Regardez le Proche et le Moyen-Orient. Depuis la fin de la guerre civile libanaise, la reconversion s'est faite à Kalachnikov à la main, quoi. Et c'est pour ça que je viens avec ces comparaisons avec le Moyen-Âge. Parce que les reconvertir, ça voudrait dire leur donner du travail. Comment est-ce qu'on leur donne du travail dans une Europe qui est économiquement très mal? Et c'est pas parce que vous avez été combattant que vous êtes capable, par exemple, d'aller travailler chez Rheinmetall pour développer dans une entreprise française d'armement pour développer des armements haut de gamme. Donc, et puis, c'est un peu la situation que vit le Mexique. C'est la situation que vit le Mexique, on l'oublie trop souvent. Et là, on doit se rendre compte que maintenant, on peut plus arrêter, de mon point de vue, on peut plus arrêter cette dynamique, mais il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Vous avez cité Lausanne. Alors, on suit ce scénario en Suisse. Et tout l'été, tout l'été, les bandes de la périphérie française ont cherché à s'équiper dans les armureries en Suisse. Carrément. Une dizaine ou une vingtaine d'armureries qui ont été attaquées. Bon, elles avaient des systèmes de sécurité, donc ça n'a pas marché. Ils ont été capturés. Mais voilà, le jour où par là-dessus, on déverse ces groupes armés, oula, je m'inquiète. Et c'est vrai que, alors, nous allons parler justement juste Bernard Wich, le point de vue justement américain. Regardez ce qu'a dit, c'est intéressant, hier encore, Donald Trump. On parlait effectivement de l'Ukraine, des avancées des négociations. On lui demandait comment ça s'était passé, ce qu'il avait eu de ses envoyés spéciaux à Moscou. Et voici ce qu'il a dit, écoutez. We have a problem with a war that our people are trying to settle now with Russia and Ukraine. We are not involved in the war monetarily anymore. Biden gave away $350 billion like it was candy. That's a massive amount of money. And much of it in cash, a lot of it in equipment. Alors voilà, c'est intéressant. Pourquoi je vous fais entendre ça et à nous et toutes les personnes qui sont sur Berkov sur le vif. Biden, dit Trump, a distribué 350 milliards de dollars comme on donne des bonbons. C'est une somme d'argent colossale et la majeure partie est en espèces et beaucoup en équipement. Alors, ça a été ça, effectivement, ce flot. Il y a eu quoi ? On peut dire qu'il y a eu, allez, on n'est pas au trillion de dollars, mais pas loin, cette masse qui s'est abattue sur cette région, qui a été donnée, cette manne, enfin, disons, plutôt que cette masse, oui. C'est colossal. Et quand on sait que 40% de tout ça est dans l'économie grise, alors, je dirais, on a dépassé la masse critique. Ouais. On a dépassé la masse critique et à partir de ce moment-là, tout devient possible et surtout tout devient très très inquiétant. Et là, je fais le lien avec les récentes affaires de corruption. Tout d'un coup, on apprend que l'ancienne chef de la diplomatie de l'Union européenne est arrêtée pour... Federica Mogherini, absolument. Voilà.
soupçonnés de corruption. Rappelons qu'en 2023, on a arrêté une des vice-présidentes du Parlement européen qui avait des cornets pleins Ah oui, des valises pleines de dollars dans son appartement, bourrées. Oui. Ensuite, vous avez récemment 2 ministres ukrainiens qui ont été écartés et les US et la CIA, même sous Biden, a sans cesse insisté sur le fait que l'Ukraine et le gouvernement ukrainien est corrompu. Il est corrompu. Alors maintenant, vous avez 2 ministres qui ont été débarqués, plus le conseiller de Zelensky. Et c'est pas pour... ils n'ont pas volé un carnet d'épargne. Hein. Oui. On parle de centaines de millions. Et maintenant, on a... Madame von der Leyen va... Avant la déclaration qu'elle a faite hier, veut relancer l'Europe de la défense. Le chancelier Scholz a dit que ce n'était pas dans ses compétences, mais visiblement, ça ne l'a pas arrêté. Donc là, on va débloquer des milliards qui viendront d'où? Elle a dit on va les emprunter. Oui. On va les emprunter alors que les États membres sont déjà surendettés. Donc, voilà. Mais alors, avec ça, on va faire un appel d'air. Ou alors, elle a dit, on va prendre les avoirs russes. Les avoirs russes gelés, on va les prendre et on va voilà, pour les Ukrainiens en réparation, a-t-elle dit. Ce qui n'est pas forcément facile. Alors, indépendamment du fait que je pense qu'on viole le droit international, mais c'est pas facile parce que c'est la Belgique qui devrait prendre cette décision. Oui. Or, maintenant, la Belgique n'a plus de gouvernement depuis 540 jours. Et ils sont opposés, en tout cas, ils manifestent leur opposition en ce moment. Ils s'opposent. Oui. Et si la Belgique prend cette décision, on peut s'imaginer la rétorsion russe. Bien sûr. C'est quand même facile de dire on va se libérer du gaz russe. Et on sera tellement plus heureux. Il faut demander. Prenons l'exemple du Royaume-Uni. Vous avez presque 30% de la population qui est plus capable de payer sa facture de gaz et d'électricité. Voilà. Et en plus, vous le savez, Banarwich, on va s'approvisionner au gaz d'Azerbaïdjan ou de pétrole d'Inde, qui est de période du pétrole russe qu'on va payer beaucoup plus cher. Exactement. Ça, ouais. Donc, on nage dans ça devient ubuesque, ça devient courtelinesque, tout ça. Et surtout que l'Europe n'est plus un acteur dans cette guerre russo-ukrainienne. On a bien vu, tout se passe à côté d'elle. Elle n'est plus du tout. Est-ce qu'elle essaye désespérément d'exister politiquement, mais je pense que c'est un peu... Et c'est là où votre comparaison avec l'an 1000, effectivement, qui paraît énorme, mais redevient effectivement, hélas, du domaine de l'envisageable. Mais est-ce que vous pensez que dans cette course contre la montre, entre ce que nous venons de décrire, ce que vous venez de décrire, et les efforts Trump-Poutine, on est d'accord ou pas d'accord, pour essayer d'arrêter cela, vous pensez que ça a une chance quand même, est-ce que le pire n'étant pas toujours sûr, qu'on peut arriver à un accord entre Trump et Poutine, disons, et puis les Ukrainiens, enfin, est-ce qu'on peut arriver quand même à une situation qui ne soit pas la fuite en avant vers je ne sais quel abîme? Je pense qu'on a une bonne chance que Trump et Poutine s'accordent. Pas forcément parce que par grandeur d'âme. Ah non, sûrement pas. Parce que donc Donald Trump veut désespérément essayer de relancer la machine économique américaine. À mon avis, c'est peine perdue. Hein. Ouais. Vous pensez que c'est peine perdue? Oui, j'entends. Prenez l'exemple du iPhone, qui est quand même le grand produit américain. Il n'y a pas une seule pièce du iPhone qui est construite aux États-Unis. Les pièces, on va dire les pièces les plus de plus haute technologie sont produites à Taïwan et en Autriche. L'assemblage est fait en Chine et il n'y a pas un ouvrier américain qui gagne $1 là-dessus. L'industrie automobile américaine, elle est remplacée par Cela dit, il a rapatrié des trillions de dollars. Il est en train de relancer quand même le travail aux États-Unis. Mais enfin, c'est un autre problème. On va voir, effectivement, vous avez raison. Ouais. Oui, allez-y. Aux États-Unis, on ne forme plus d'ingénieurs.
Comment relancer l'industrie si on ne forme plus d'ingénieurs? Ouais. Donc effectivement, ce que vous dites, c'est que tout ça est très difficile, mais franchement, je pense à une réflexion d'un ministre, et je ne sais pas si c'était à l'Institut de son plein gré, et nous étions au bord du gouffre, depuis on a fait un grand pas en avant. Mais je dois dire que sur la paix, ou peut-être parlons d'un cessez-le-feu, Oui, soyons pas trop oui. optimistes, mais Oui. un accord entre Trump et Poutine est tout à fait faisable. Trump le veut, il l'a dit dès le départ, cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Poutine se rend compte qu'il a enfin quelqu'un en face de lui qui a Il peut vraiment parler, oui. laissé tout ça. Je pense que ça, c'est faisable. Mais que pour nous, le pire sera après. Parce que, comme je viens de l'expliquer. Ouais. Bernard Wich, merci beaucoup. Merci de vos éclaircissements. Je rappelle que vraiment qu'il faut lire ce que l'Ukraine nous dit de la guerre qui vient, et guerre en Europe, gang contre milices privées. On reparlera avec vous, ça se permettra de revoir une conversation sur ces gangs et ces milices privées, parce que là aussi, ils sont encore là, hélas, et de quoi nous préoccuper. Merci encore. Merci.